3 destroyers américains qui foncent tout droit dans la voie maritime la plus dangereuse de la planète. Et ce qui s'est produit ensuite, personne ne l'avait prévu. Des missiles dans le ciel, des drones surgissant en toutes les directions, des vedettes d'attaque rapide qui se rapprochent à grande vitesse. Puis, soudainement, la puissance de feu américaine a riposté, frappant le sol iranien pour la première fois depuis des semaines. Mais voici le revirement qui change tout. Un document d'une seule page se trouve maintenant entre Washington et Téhéran. Il pourrait soit mettre fin à cette guerre en 48 heures, soit déclencher quelque chose de bien pire que ce à quoi quiconque est prêt. Alors que s'est-il vraiment passé à Hormuz et pourquoi le monde retient-il son souffle ce soir? L'histoire qui a secoué le monde cette semaine n'a pas commencé du jour au lendemain. Elle s'est construite discrètement pendant des semaines jusqu'à ce que tout explose finalement dans les eaux étroites du détroit d'Ormuz, le matin du 7 mai. Ce matin-là, 3 destroyers américains lance-missiles, l'USS Truxtun, l'USS Mason et l'USS Rafael Peralta, traversaient le détroit d'Ormuz. C'est l'une des voies maritimes les plus importantes du monde, où près d'un 5e des expéditions mondiales de pétrole passent chaque jour. Mais pendant que ces navires de guerre entraient dans le détroit, les forces iraniennes ont lancé contre eux une attaque soudaine et puissante. C'était pas une petite attaque. L'Iran a tiré plusieurs missiles. Il a envoyé des vagues de drones de combat et il a déployé un essaim de vedettes d'attaque rapide qui ont tenté de se rapprocher des navires américains de toutes les directions à la fois. Selon des reportages de CBS News, cette attaque a été encore plus féroce que celle que ces mêmes navires avaient affrontée seulement 3 jours plus tôt. Les marins américains ont riposté avec force. Ils ont ouvert le feu avec des canons navals de 5 pouces. Ils ont activé leur système d'armes rapprochées, conçu pour abattre des menaces entrantes à très courte portée. Ils ont utilisé des mitrailleuses de calibre 50. Ils ont fait appel à des hélicoptères d'attaque Apache qui ont tiré des missiles Hellfire. Des aéronefs supplémentaires assuraient une couverture depuis les airs. La bataille a duré plusieurs heures. Lorsque la fumée s'est dissipée, quelque chose de remarquable s'était produit. Aucun navire américain n'avait été touché. Chaque missile iranien avait été abattu. Chaque drone iranien avait été détruit dans les airs. Et les vedettes d'attaque rapide qui avaient tenté d'atteindre les destroyers avaient été coulées au fond de la mer. Mais les États-Unis ne se sont pas arrêtés là. Pour la première fois depuis le début du cessez-le-feu, le 7 avril, les forces américaines ont riposté directement sur le sol iranien. Elles ont frappé la zone portuaire de Bandar Abbas, elles ont frappé l'île de Keshm, juste de l'autre côté de l'eau, et elles ont ciblé Minab, plus loin, le long de la côte iranienne. Ces emplacements ne sont pas choisis au hasard. Ce sont les centres nerveux des opérations navales du corps, des gardiens de la révolution islamique dans le détroit. Le commandement central des États-Unis a publié un communiqué officiel expliquant ce qui avait été frappé. Les cibles comprenaient des sites de lancement de missiles et de drones, des emplacements de commandement et de contrôle, ainsi que des installations de renseignement. Le message était clair, l'Amérique envoyait le signal qu'elle n'absorberait plus les attaques sans répondre directement. Pour comprendre pourquoi cela s'est produit, il faut regarder les semaines qui ont précédé le 7 mai. Après l'annonce du cessez-le-feu, le 7 avril, l'Iran avait accepté de permettre la reprise du transport commercial dans le détroit, mais l'Iran n'a pas ouvert la voie maritime. Le cessez-le-feu a tout de même été accordé. Le 13 avril, après l'échec des pourparlers à Islamabad, la marine américaine a commencé à bloquer les ports iraniens. Pourtant, l'Iran a toujours refusé de reculer. Puis est arrivé le projet Freedom, une opération américaine limitée visant à escorter en toute sécurité des navires commerciaux hors du golfe Persique. L'Iran a répondu en lançant 15 missiles balistiques et 4 drones contre les Émirats arabes unis. Ces frappes ont incendié une raffinerie à Fujairah, blessé des ressortissants indiens qui y travaillaient et forcé des avions à faire demi-tour en plein vol. Les écoles des Émirats arabes unis ont été fermées pendant toute la semaine. La réponse de Washington, à ce moment-là, a été jugée trop molle par ses alliés du Golfe. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis s'attendaient tous deux à une réaction plus forte. Quand elle n'est pas venue, la frustration a grandi discrètement en coulisses. Alors, lorsque l'attaque du 7 mai contre les destroyers américains s'est produite, les États-Unis ont décidé que le temps de la retenue était terminé.
Les frappes sur Bandar Abbas en ont été le résultat. Le président Trump les a qualifiées de love tap, une réponse proportionnée qui, selon ses mots, ne violait pas le cessez-le-feu. Mais pour de nombreux observateurs, ce moment a marqué un tournant qui pourrait mener soit à la paix, soit à une guerre beaucoup plus vaste. Les heures qui ont suivi l'affrontement du 7 mai ont révélé un tableau beaucoup plus large que ce que la plupart des gens avaient d'abord compris. Ce qui ressemblait à une seule bataille navale faisait en réalité partie d'une chaîne d'événements beaucoup plus vaste. Elle impliquait des puissances mondiales, des réunions secrètes et l'un des incidents les plus étranges de tout le conflit. Le commandement central des États-Unis a été le premier organisme officiel à rompre le silence. Dans un communiqué soigneusement formulé, le commandement a confirmé que les forces américaines avaient intercepté ce qu'il a décrit comme des attaques iraniennes non provoquées. Il a aussi confirmé que les destroyers, l'USS Truxtun, l'USS Mason et l'USS Rafael Peralta avaient terminé leur transit dans le détroit sans subir le moindre dommage. Le communiqué rendait une chose très claire. Les États-Unis avaient agi en état de légitime défense, et les frappes sur le territoire iranien étaient une réponse directe, pas le début d'une nouvelle guerre. Le président Trump a partagé sa propre version des événements sur sa plateforme de médias sociaux. Il a décrit comment les destroyers avaient traversé le détroit sous un feu nourri, comment chaque missile avait été abattu et comment les petites embarcations iraniennes avaient été envoyées au fond de la mer. Il a qualifié l'Iran de pays dirigé par des lunatiques. Il a utilisé un langage dramatique, comparant les drones qui tombaient à des papillons chutant dans l'océan. Mais enfoui dans ce langage coloré se trouvait un message diplomatique sérieux. Lorsqu'un journaliste lui a demandé si le cessez-le-feu était toujours en vigueur, Trump a confirmé que oui. Il a dit que l'Iran avait seulement joué avec les États-Unis et que l'Amérique avait répondu par ce qu'il appelait un love tap. C'est ici que le cadre juridique et diplomatique devient important. Selon Washington, une réponse en légitime défense ne rompt pas un cessez-le-feu. Selon Téhéran, les frappes sur Bandar Abbas constituaient une violation claire du cessez-le-feu. Les deux camps disent des choses différentes. Pourtant, aucun des deux camps n'a officiellement déclaré un retour à une guerre à grande échelle. Le cessez-le-feu existe encore techniquement sur papier, même si des missiles volent et que des ports sont frappés. Mais pendant que le monde se concentrait sur les destroyers au large de la côte iranienne, une autre histoire se déroulait discrètement en arrière-plan. Et elle pourrait s'avérer être le rebondissement le plus surprenant de toute la semaine. Le 4 mai, seulement 3 jours avant le passage des destroyers, un chimiquier chinois nommé JV Innovation a signalé un incendie à bord, près du port émirati de Minas Saker. Selon le média financier chinois respecté Caixin, c'était la première fois que un navire appartenant à des intérêts chinois était touché par des tirs iraniens depuis le début du conflit le 28 février. Une source de la compagnie propriétaire du navire a décrit l'attaque comme psychologiquement très difficile à accepter. La raison pour laquelle cet incident compte autant, c'est la position prudente de la Chine tout au long de cette guerre. Pékin dépend fortement du pétrole iranien. La Chine a déployé beaucoup d'efforts pour garder sa flotte commerciale en sécurité en maintenant des ententes discrètes avec l'Iran. Les médias d'État iraniens avaient même annoncé plus tôt que les navires chinois, russes, indiens, pakistanais et irakiens seraient autorisés à traverser le détroit. Cet arrangement fonctionnait jusqu'à ce que le JV Innovation soit frappé. L'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, Mike Waltz, a publiquement accusé l'Iran d'avoir mené l'attaque. Il a rendu l'accusation officielle et consigné au dossier. Puis est arrivé le détail le plus inconfortable de tous. La même nuit où le chimiquier chinois a été touché, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s'est envolé vers Pékin pour rencontrer son homologue chinois, Wang Yi. Il est arrivé en demandant un soutien diplomatique seulement un jour après que des projectiles iraniens eurent mis le feu au navire chinois. Lors de cette rencontre, Wang Yi a appelé à la fin immédiate des hostilités. Il a exhorté Washington et Téhéran à rouvrir le détroit d'Ormuz le plus rapidement possible. Les mots diplomatiques étaient polis, mais le message derrière eux était tranchant. La Chine voulait que cette guerre se termine, et Pékin était maintenant prêt à le dire directement à Téhéran. Il y a une couche de plus à cette histoire qui mérite attention.
Selon des reportages antérieurs, la Chine aurait auparavant fourni à l'Iran de la technologie de missiles anti-navires. Cela soulève une question sérieuse et inconfortable. Une technologie fournie par la Chine a-t-elle été utilisée pour frapper un navire civil appartenant à des intérêts chinois ? L'Iran n'a ni confirmé ni nié l'attaque, mais les dommages stratégiques sont déjà faits. La protection tacite dont bénéficiaient autrefois les navires chinois dans le détroit a maintenant disparu. Pendant que les navires de guerre combattaient dans le détroit et que les diplomates murmuraient à Pékin, une bataille beaucoup plus silencieuse se menait loin des caméras. Cette bataille ne se livrait pas avec des missiles ou des drones. Elle se livrait avec du papier, de l'encre et un seul document qui pourrait changer l'avenir de tout le Moyen-Orient. Selon des reportages publiés par Axios le 6 mai, puis confirmés par Reuters, Time Magazine et The Times of Israel, la Maison-Blanche croit être plus près d'un accord avec l'Iran qu'à tout autre moment depuis le début de ce conflit. La base de cet accord est un remarquable mémorandum d'une page contenant 14 points précis. Il est préparé par les principaux envoyés diplomatiques de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, en étroite collaboration avec des responsables iraniens. Le Pakistan sert de médiateur central transportant des messages entre Washington et Téhéran. Le contenu de ce document est extraordinaire. L'Iran accepterait un moratoire sur l'enrichissement nucléaire. La durée de ce moratoire fait encore l'objet de discussions. Téhéran a proposé 5 ans, Washington a exigé 20 ans. Le compromis se situerait, selon les informations rapportées, quelque part entre 12 et 15 ans. L'Iran s'engagerait aussi, par écrit, à ne jamais développer d'armes nucléaires. C'est quelque chose que Téhéran affirme publiquement depuis des années, mais qui n'a jamais formalisé dans un accord contraignant. Le point le plus surprenant de tous est celui-ci. L'Iran accepterait de retirer son uranium hautement enrichi de son propre territoire. C'est une concession que Téhéran avait auparavant rejetée sans hésitation. Selon 2 sources citées par Axios, l'une des options sérieusement discutées serait de transférer cette matière directement aux États-Unis. Environ 400 kg d'uranium hautement enrichi quitterait le sol iranien. Des responsables américains ont déclaré qu'une fois cela accompli, le calendrier de toute arme nucléaire iranienne potentielle passerait de quelques semaines à plusieurs années. En échange, les États-Unis lèveraient progressivement les sanctions et débloqueraient des milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés dans des banques à travers le monde. Les 2 camps réduiraient également leur blocus concurrent dans le détroit d'Ormuz sur une période de 30 jours. L'Iran lèverait ses restrictions sur la navigation. Les États-Unis lèveraient leur blocus des ports iraniens. Lentement, la voie maritime la plus importante du monde reviendrait à une vie commerciale normale. Mais les conséquences de ce moment vont bien au-delà de la paperasse. En Iran, la situation économique atteint un point de rupture. Le rial iranien est en chute libre. Les installations de stockage de pétrole sont presque pleines à capacité. Des puits pourraient bientôt devoir être fermés, ce qui, selon des experts, pourrait causer des dommages aux réservoirs souterrains pendant des décennies. Des soldats ne seraient apparemment pas payés. L'inflation grimpe vers 70%, l'économie iranienne devrait se contracter de plus de 6% en 2026. De hauts responsables iraniens ont averti en privé que la reprise après ces dommages pourrait prendre plus de 10 ans. Le gouverneur de la Banque centrale iranienne aurait pressé le président de signer l'accord de toute urgence. Mais la direction à Téhéran est divisée. Les partisans de la ligne dure, surtout au sein du corps des gardiens de la révolution islamique, croient que l'Iran peut tenir plus longtemps que Washington. Ils pointent vers le désir déclaré de Trump de boucler les choses rapidement. Ils croient que l'Amérique n'a pas la patience nécessaire pour une longue campagne. Les modérés, menés par le président Pezeshkian et son équipe économique, voient les choses très différemment. Ils regardent la monnaie qui s'effondre, les salaires non versés et la longue route de la reconstruction à venir. Et ils voient cet accord comme une bouée de sauvetage qu'il serait insensé de refuser. Il y a aussi ici un virage diplomatique plus profond. Pendant des mois, Washington avait insisté pour que la guerre et le programme nucléaire soient réglés ensemble, dans un seul paquet global. L'Iran voulait une approche en plusieurs étapes. Mettre fin à la guerre d'abord, puis négocier les détails nucléaires au fil du temps. Le document actuel semble accepter le séquençage préféré de l'Iran. La guerre se termine maintenant, les détails nucléaires sont réglés au cours de 30 jours de négociations formelles.
De nombreux faucons sur l'Iran à Washington ont remarqué cette concession et ont exprimé leur inquiétude. Les conséquences de la signature ou du rejet de cet accord toucheront des millions de vies. Les prix du pétrole dans le monde entier dépendent du résultat. Les pays du Golfe surveillent chaque mouvement de près. La relation de la Chine avec l'Iran a été discrètement endommagée par l'incident du chimiquier chinois. Et les citoyens iraniens eux-mêmes, qui ont le plus souffert, attendent de voir si leurs dirigeants choisiront la paix ou une autre ronde de destruction. Le monde se trouve maintenant à un carrefour que très peu de gens auraient pu imaginer il y a seulement quelques semaines. Le prochain chapitre de cette histoire ne s'écrit pas dans les salles de nouvelles ni sur les champs de bataille. Il s'écrit dans les chambres privées de Téhéran, où un petit groupe d'hommes doit faire un choix qui façonnera la vie de millions de personnes. La fenêtre de 48 heures que Washington a donnée à l'Iran pour répondre aux documents en 14 points vient de se fermer, ou elle est en train de se fermer au moment où ces mots sont lus. Ce qui arrivera ensuite dépend entièrement de ce que ses dirigeants décideront. Si l'Iran signe, le détroit d'Ormuz pourrait rouvrir en 30 jours. Les prix du pétrole pourraient se stabiliser. Les avoirs gelés pourraient commencer à revenir. Les sanctions pourraient commencer à s'alléger. La peur qui serre la région du Golfe depuis des mois pourrait enfin commencer à se dissiper, mais si l'Iran refuse, les conséquences pourraient être dévastatrices. Le président Trump a rendu son avertissement très clair. Il a déclaré publiquement que si aucun accord n'est conclu, les bombardements reprendront et à un niveau d'intensité beaucoup plus élevé qu'auparavant. Il a utilisé des expressions comme « one big blow » et a averti d'une douleur à une échelle jamais encore vue dans ce conflit. Que ces mots soient conçus comme une pression ou comme une véritable promesse, seuls les prochains jours le révéleront. Il existe aussi un danger silencieux dont peu de gens parlent ouvertement. Les médias d'État iraniens diffusent des affirmations qui ne correspondent tout simplement pas à la réalité. Ils ont affirmé avoir abattu des bombardiers furtifs américains qui n'étaient même pas dans la région. Ils ont revendiqué des frappes contre des navires de guerre qui n'existent plus dans la marine américaine. Ils ont fait circuler des images générées par ordinateur comme preuve de victoire qui n'ont jamais eu lieu. Le danger ici, c'est que les propres dirigeants de l'Iran, retranchés dans des bunkers, peut être de fausses informations sur la performance réelle de leurs forces. Un dirigeant qui croit gagner une guerre qu'il est en train de perdre peut prendre la décision la plus dangereuse de toutes. Ce ne sont pas seulement des questions pour les analystes et les politiciens, ce sont des questions pour chaque citoyen du monde qui dépend de marchés pétroliers stables, de mer Pacifique et d'un avenir sans autre guerre majeure. Pour ceux qui veulent rester informés, le conseil est simple. Suivez des sources d'informations fiables. Surveillez les déclarations officielles du commandement central des États-Unis, du département d'État et du ministère iranien des Affaires étrangères. Portez attention à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, parce que ce qui s'y produit affecte le prix de l'essence à chaque station-service et le coût des biens sur chaque tablette. Cette histoire n'est pas seulement un titre de nouvelles étrangères. Elle touche chaque foyer, chaque entreprise et chaque famille. Les prochains jours seront décisifs. Soit le monde assistera à la fin de l'un des conflits les plus dangereux de notre époque, soit il verra le début de quelque chose de beaucoup plus douloureux. Les destroyers ont déjà traversé le détroit, les frappes sur Bandar Abbas ont déjà eu lieu, le document en 14 points est déjà sur la table, l'histoire attend maintenant une signature ou un dernier refus. Le détroit est étroit, les choix sont lourds et le prochain mouvement appartient à l'histoire elle-même. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt